Le crépuscule tombait sur Neuilly-sur-Seine, apportant ce gris si caractéristique de l'automne parisien. Je marchais rue de Chartres, sentant le vent froid charrier l'arôme familier des croissants fraîchement sortis des boulangeries voisines. À 62 ans, chacun de mes pas sur les vieilles pierres semblait faire écho aux 20 années de mariage que j'avais consacrées à Philippe, mon ex-mari, homme d'affaires dans le monde viticole. Les funérailles venaient à peine de se terminer, mais mon fils Antoine m'attendait déjà au café du coin, avec ce regard que je connaissais si bien, le même que celui de son père lorsqu'il prenait des décisions définitives. Entre des gorgées nerveuses de café amer, il alla droit au but. « Maman, tu n'auras rien de l'héritage. Les 4 millions de dollars ont déjà été distribués à la vraie famille. » Ces mots fendirent l'air comme une lame glacée, et je sentis mon monde s'effondrer entre les tasses en porcelaine et le brouhaha des Parisiens en arrière-plan. La nouvelle se répandit dans les salons élégants de Paris, comme le vent froid venant de la Seine, et je pouvais sentir les regards de pitié de mes amis du club de bridge. Au Procope, notre bistrot préféré, entre verres de Bordeaux et fromages sélectionnés, les conversations chuchotées semblaient toutes tourner autour de ma situation. Antoine évitait mes appels, et lorsque je réussis enfin à lui parler, sa froideur me glaça plus que l'hiver qui approchait. Je découvris alors que notre propriété secrète en Provence, cette maison au milieu des champs de lavande, où nous passions des étés entiers à déguster des vins et à contempler le coucher du soleil, avait été vendue à la hâte, à mon insu. Les avocats engagés par mes beaux enfants agissaient avec une efficacité militaire, bloquant chacune de mes tentatives de contester le testament. Je me retrouvais acculée, sans document pour prouver mes droits, assistant à des décennies de dévouement s'effacer comme des dessins sur le sable. Déterminée à ne pas me rendre, je pris rendez-vous avec Maître Dubois, le notaire en charge du testament, dans son étude centenaire sur l'île de la Cité. La pluie tombait drue sur les rues pavées, et le son mélancolique des gargouilles de Notre-Dame résonnait dans la matinée brumeuse, créant une atmosphère presque théâtrale pour ce moment décisif. L'étude, lambrissée de bois sombre et remplie de volumes juridiques reliés en cuir, sentait l'histoire et les secrets bien gardés. Lorsque Maître Dubois commença à examiner les documents avec sa vieille loupe, je remarquai un changement subtil dans son expression. Ses sourcils se levèrent légèrement et il ajusta ses lunettes d'un mouvement presque imperceptible. « Madame Claire, » dit-il lentement, feuilletant les pages avec une prudence croissante. « Il y a ici une clause très intéressante qui semble avoir échappé aux autres héritiers. » Le silence dans le bureau n'était rompu que par le tic-tac de l'horloge ancienne et le tambourinement de la pluie sur les fenêtres gothiques, lorsque l'avocat révéla enfin ce qu'il avait trouvé. Entre des lignes juridiques complexes et des tampons officiels, Philippe avait laissé une disposition secrète, rédigée de sa propre écriture élégante, me garantissant non seulement une somme substantielle de 800 000 $, mais aussi le droit de résider à vie dans le manoir de Bordeaux, tous les frais étant pris en charge par le patrimoine. L'ironie était délicieuse. Antoine et les autres héritiers, dans leur hâte de m'exclure, avaient négligé de lire entièrement le document, se concentrant uniquement sur les divisions principales. Maître Dubois ne put s'empêcher d'esquisser un sourire amusé en expliquant que, légalement, mes droits étaient incontestables. « Votre ex-mari, » dit-il avec une étincelle dans les yeux, « était plus astucieux que nous l'imaginions. Cette clause annule toute tentative de contestation ultérieure. » Le rire contenu qui s'échappa de ses lèvres résonna dans la pièce comme une musique céleste. Le revirement fut dévastateur pour mes beaux enfants. Antoine arriva au bureau 1 heure plus tard, le visage pâle comme le marbre des statues du Louvre, contraint d'avaler son arrogance face aux faits juridiques incontestables. Dans les mois qui suivirent, je m'installai dans le magnifique manoir de Bordeaux, où l'arôme des vignobles se mêlait à la brise matinale venant de la Garonne. Mes journées étaient désormais remplies de cours de peinture dans l'atelier improvisé au grenier,
de dégustations de vins rares dans la cave centenaire et de dîners sophistiqués sur la terrasse, savourant un confit de canard en admirant le coucher de soleil doré sur les vignes. Les matins commençaient avec un café fort et des croissants chauds, et je redécouvrais des plaisirs simples que j'avais oubliés après des années de soumission. Plus important que l'argent, j'avais retrouvé ma dignité et mon estime de moi, prouvant qu'une femme de 62 ans pouvait encore surprendre et gagner des batailles qui semblaient perdues. Assise sur la terrasse du manoir par un après-midi printanier doré, dégustant un Margaux de 1995, tout en observant les ouvriers s'occuper avec soin des vignobles, je réfléchissais aux ironies de la vie. Philippe, même après sa mort, avait trouvé un moyen de réparer des années de négligence, me laissant non seulement une sécurité financière, mais une nouvelle perspective sur ma propre valeur. Le vent doux qui dansait entre les vignes semblait murmurer des secrets sur les nouveaux départs et les douces vengeances, tandis que je planifiais ma nouvelle vie avec la sagesse de celle qui a appris qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer. Antoine me rendait désormais régulièrement visite, humble et respectueux, comprenant peut-être enfin que je n'étais pas seulement l'ex-femme de son père, mais une femme avec sa propre histoire et des droits acquis. Et si ce que Maître Dubois avait révélé n'était que le début d'une histoire encore plus surprenante, impliquant les secrets que Philippe avait gardés pendant toutes ces années. 3 mois après mon installation au manoir, une matinée ensoleillée de juin apporta une surprise inattendue. Alors que je savourais mon café au lait sur la terrasse, observant les jardiniers tailler les rosiers que Philippe aimait tant, un homme élégant, en costume bleu marine, traversa le portail principal. C'était Monsieur Laurent, associé minoritaire des vignobles de Philippe, portant une mallette en cuir qui semblait contenir d'importants secrets. « Madame Claire », dit-il, ôtant son chapeau avec courtoisie. « Je dois vous parler de certains investissements que votre ex-mari a faits en mon nom. » Son expression était sérieuse, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui laissait présager de bonnes nouvelles. Je l'invitai à s'asseoir à l'ombre de la pergola couverte de glycine, tandis que Marie, la gouvernante, servait du thé glacé dans des verres en cristal. Le mystère autour de la fortune de Philippe semblait loin d'être épuisé, et je ressentais un mélange de curiosité et d'appréhension quant à ce que je découvrirais d'autre. Laurent ouvrit la mallette avec précaution, révélant des documents qui brillaient sous la lumière filtrée par les feuilles de la vigne centenaire. Philippe ne faisait pas entièrement confiance à ses enfants pour gérer toutes les affaires, expliqua-t-il, feuilletant des contrats signés il y a plus d'1 décennie. Il m'a demandé de garder certains investissements absolument secrets, y compris des actions d'une start-up technologique américaine qui vaut maintenant des millions. Mon cœur s'accéléra tandis qu'il détaillait un portefeuille d'investissements diversifiés, des propriétés à Nice, des actions Apple achetées en 2010 et même un petit vignoble en Californie qui était devenu extrêmement lucratif. Selon ses instructions, poursuivit Laurent, si quelque chose lui arrivait, ces investissements devaient vous être transférés automatiquement. Le vent tiède de l'après-midi semblait porter le parfum des lavandes lointaines, créant une atmosphère presque surréaliste pour cette révélation extraordinaire. L'ampleur de la découverte me laissa sans voix pendant quelques minutes, tandis que je contemplais les vignobles qui s'étendaient jusqu'à l'horizon doré. Philippe avait créé un réseau financier complexe, protégeant une partie significative de sa fortune des yeux avides d'Antoine et de ses demi-frères. « Il y a plus », dit Laurent, sa voix chargée d'une satisfaction contenue. « Le vignoble en Californie vient de signer un contrat d'1 million de dollars avec une chaîne de restaurants internationaux, et vos actions dans la société de logiciels qui a développé une application révolutionnaire pour le marché viticole ont augmenté de 300% l'année dernière. » Je calculais mentalement, en plus des 800 000 $ du testament officiel et du manoir, j'avais désormais accès à au moins 2,5 millions supplémentaires en investissements divers. L'ironie était délicieuse. Pendant que les enfants se disputaient les miettes visibles,
Le vrai trésor était caché sous des couches de documents légaux et de sociétés discrètes que Philippe avait construites au fil des décennies. Cette nuit-là, seul dans la bibliothèque du manoir, entouré de volumes reliés en cuir et de l'arôme doux du bois de chêne, j'appelais Maître Dubois pour confirmer la légalité de tout cela. Sa voix au téléphone portait un ton d'admiration professionnelle. « Madame, votre ex-mari était vraiment un stratège exceptionnel. Tous les documents sont en parfait ordre légal et les investissements ont été structurés de telle sorte que même un audit complet de l'héritage principal ne les aurait pas révélés. » Je ressentis une vague de gratitude posthume envers Philippe, mêlée d'une pointe de mélancolie de ne pas avoir parlé de ses plans pendant notre mariage. Peut-être savait-il que j'aurais besoin de cette sécurité un jour, ou peut-être était-ce sa façon silencieuse de s'excuser pour les années difficiles que nous avions vécues ensemble. Le feu crépitait dans la cheminée, tandis que je feuilletais les contrats, chaque page révélant une nouvelle facette de l'homme complexe avec qui j'avais partagé 2 décennies de ma vie. La transformation de ma vie fut remarquable dans les mois suivants. Grâce à ma nouvelle situation financière, j'engageai un chef particulier qui préparait des dîners sophistiqués pour les amis qui venaient désormais me rendre régulièrement visite au manoir, attirés non seulement par l'hospitalité, mais par l'histoire fascinante de mon revirement. Je réaménageai entièrement l'atelier de peinture, l'équipant des meilleurs matériaux et d'une vue panoramique sur les vignobles, où je créais des œuvres inspirées des paysages de Bourgogne. Antoine, initialement révolté par les nouvelles découvertes, accepta progressivement la situation, surtout lorsque je réalisais qu'il y avait encore de la place pour la réconciliation dans notre famille fragmentée. J'organisais des dîners mensuels, où tous les enfants de Philippe étaient là que les bienvenus, créant un environnement où les blessures du passé pouvaient cicatriser lentement. Le manoir, autrefois silencieux et mélancolique, résonnait maintenant de rires, de conversations animées et du tintement des verres de cristal trinquants aux secondes chances et aux nouveaux départs inattendus. Assise sur la même terrasse où tout a commencé, exactement 1 an après la mort de Philippe, je contemple les changements extraordinaires que ma vie a connus. Les vignobles sont plus exubérants que jamais, les rosiers fleurissent de couleurs éclatantes, et la propriété entière vibre d'une énergie renouvelée qui reflète ma propre transformation personnelle. Laurent est devenu non seulement mon conseiller financier, mais un ami cher qui me rend régulièrement visite pour discuter de nouveaux investissements et partager des histoires sur Philippe que je n'avais jamais connues. J'ai créé une fondation caritative qui soutient les femmes divorcées en difficulté financière, transformant mon expérience personnelle en un moyen d'aider d'autres femmes qui traversent des situations similaires. Le plus surprenant de tout est que j'ai trouvé, à 63 ans, une passion pour la viticulture que je ne savais pas avoir, et je prévois maintenant de créer mon propre vin spécial en utilisant des raisins sélectionnés de cette terre qui est devenue véritablement la mienne. Parfois, les meilleures vengeances sont simplement de vivre pleinement et de prouver qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer avec dignité et détermination. 2 ans après les révélations de Laurent, une lettre mystérieuse arriva de Genève, ornée du sceau d'une banque suisse que je ne reconnaissais pas. L'enveloppe lourde, mon nom calligraphié avec élégance, fut déposée un matin de septembre, alors que les feuilles des vignobles commençaient à prendre des teintes dorées. À l'intérieur, une lettre formelle, dans un français impeccable, m'informait de l'existence d'un compte bancaire secret ouvert par Philippe en 1998, contenant des documents et des valeurs qui ne pourraient être consultés qu'après 5 ans de son décès. Un délai qui approchait à grands pas. Le gérant, M. Fischer, sollicitait ma présence personnelle à Genève pour l'ouverture officielle du compte. Mon cœur s'emballa à la lecture des lignes soigneusement rédigées. Conformément aux instructions spécifiques laissées par M. Philippe Dubois, vous êtes l'unique bénéficiaire autorisé de ce compte spécial. Cette découverte me laissa perplexe. Combien d'autres secrets mon ex-mari avait-il donc gardés?
L'après-midi doré de Bordeaux contrastait avec la tempête d'émotions qui se formait dans ma poitrine. Le voyage à Genève fut empreint d'une atmosphère quasi cinématographique. Le train glissait doucement à travers le paysage français, passant devant des champs de tournesol et de petits villages de pierre dignes de cartes postales, tandis que j'essayais d'imaginer ce qui m'attendait à la banque suisse. Laurent insista pour m'accompagner, et pendant les 4 heures de trajet, nous discutâmes des possibilités. Peut-être d'importants documents de famille, de vieux bijoux, ou même d'autres investissements secrets. À notre arrivée à Genève, l'air frais du lac Léman me revigora, et la vue des Alpes enneigées créa un décor majestueux pour ce moment décisif. Le bâtiment de la banque, imposant et discret comme on s'y attendait dans la ville traditionnelle suisse, nous accueillit avec son architecture centenaire et ses portiers en gants blancs. Monsieur Fischer, un homme méticuleux d'une 60aine d'années, nous conduisit à travers des couloirs silencieux, jusqu'à une salle privée, où nous attendait le coffre-fort renfermant les derniers secrets de Philippe. La cérémonie d'ouverture du coffre fut solennelle, tel un rituel ancestral. Fischer inséra sa clé, j'utilisai la seconde clé que j'avais reçue par courrier recommandé, et le lourd coffre-fort en acier s'ouvrit, révélant son contenu soigneusement organisé. D'abord, je trouvai une lettre scellée qui m'était adressée, écrite de la main familière de Philippe. « Ma chère Claire », commençait-elle, « si vous lisez ceci, cela signifie que vous avez découvert mes autres secrets et que Laurent a tenu sa promesse de prendre soin de vous. Ce coffre contient ce que je considère comme mon héritage le plus important, non seulement des richesses matérielles, mais la vérité sur notre famille que j'ai gardée cachée pour vous protéger tous. À l'intérieur du coffre, outre la lettre, il y avait un écrin de velours contenant un collier de perles, ayant appartenu à la grand-mère de Philippe, plusieurs titres de propriété en Suisse et en Italie, et une épaisse enveloppe contenant des photographies et des documents qui semblaient dater de plusieurs décennies. Le mystère s'épaississait, et je sentais que j'étais sur le point de découvrir des secrets qui pourraient changer complètement ma compréhension de l'homme avec qui j'avais vécu 20 ans. La lettre de Philippe révélait une histoire familiale complexe que je n'aurais jamais imaginée. Il y confessait qu'Antoine n'était pas son fils biologique, fruit d'une liaison extra-conjugale que j'avais eue lors de notre 2e année de mariage, chose qu'il avait découverte grâce à un test ADN privé, mais qu'il avait choisi de pardonner et de garder secrète pour préserver notre famille. « Je vous ai pardonné immédiatement », écrivait-il, « parce que j'ai compris que notre mariage traversait une crise, et je n'étais pas non plus le mari idéal à cette époque. Antoine a grandi comme mon vrai fils, et le restera toujours. Les photographies montraient des moments intimes de notre famille que j'avais oubliés. Des vacances en Corse, des anniversaires d'enfants, des dîners romantiques dans de petits bistrots parisiens. Chaque image portait une légende écrite par Philippe, exprimant des sentiments qu'il n'avait jamais pu verbaliser au cours de notre vie commune. Les propriétés suisses et italiennes, selon les documents, étaient des investissements qu'il avait faits en pensant à nos années dorées ensemble, rêvant de retraites romantiques qui ne s'étaient jamais concrétisées à cause de notre divorce. Laurent et moi passâmes des heures dans cette pièce silencieuse, absorbant l'impact émotionnel des révélations. Philippe avait méticuleusement planifié cette découverte, la chronométrant pour un moment où je serais déjà émotionnellement stabilisée et financièrement sûre, capable de digérer la vérité sans m'effondrer. L'enveloppe finale contenait les clés et les titres de propriété d'une villa en Toscane, entièrement meublée et entretenue par un gardien local pendant toutes ces années, attendant notre arrivée qui n'eut jamais lieu. « Cette maison », disait la dernière lettre, « a été achetée le jour de nos 10 ans de mariage. Je rêvais de vous y emmener pour une seconde lune de miel, mais ma fierté et notre mauvaise communication ont empêché que cela se produise. Elle est à vous maintenant, avec tous les beaux souvenirs que nous aurions pu y créer. » L'émotion m'envahit. Philippe n'avait pas seulement gardé de l'argent et des propriétés, mais des rêves inachevés
et des pardons inexprimés, créant un héritage d'amour tardif qui transcendait nos différences et nos blessures. Fischer nous offrit discrètement des mouchoirs, tandis que Laurent me tenait la main, tous deux comprenant la magnitude émotionnelle de ce moment. Je retournais à Bordeaux, transformé une fois de plus, portant non seulement les clés d'une nouvelle propriété italienne, mais une compréhension complètement renouvelée de mon mariage et de mon ex-mari. La villa en Toscane, selon les photographies envoyées par le gardien, était exactement comme Philippe l'avait décrite. Une maison en pierre entourée d'oliviers centenaires et de cyprès imposants, avec une vue imprenable sur les collines toscanes. Je décidai d'y passer l'été suivant, vivant enfin les rêves que Philippe avait gardés secrets si longtemps. Antoine reçut la nouvelle de sa paternité avec surprise, mais aussi avec soulagement. Il expliqua qu'il s'était toujours senti différent de la famille paternelle et comprenait maintenant pourquoi. Notre relation déjà en voie de guérison se renforça encore davantage avec cette vérité libératrice. Tandis que je planifie mon déménagement temporaire en Italie, je sens que Philippe continue de me surprendre même après sa mort, prouvant que le véritable amour trouve des façons de s'exprimer, même quand il semble avoir été perdu pour toujours. À 64 ans, je me prépare à vivre les rêves qui ont été reportés pendant 2 décennies, comprenant enfin que parfois le plus grand cadeau est de découvrir que nous avons été plus aimés que nous ne l'aurions jamais imaginé. Le déménagement à la Villa Toscane en avril apporta un renouveau que je n'attendais pas à 64 ans. La propriété, nichée entre des collines verdoyantes parsemées de cyprès, dépassait toutes les photographies que j'avais vues. Giorgio, le gardien qui avait pris soin des lieux pendant 15 ans, m'accueillit avec un sourire chaleureux et les larmes aux yeux, confessant que Philippe lui avait écrit des lettres annuelles pour s'enquérir de l'entretien, mentionnant toujours que, un jour, sa femme viendrait découvrir ce paradis. La maison en pierre centenaire, avec ses poutres en bois sombre et ses sols en terre cuite usés par le temps, respirait les histoires des générations passées. Chaque pièce avait été meublée avec des pièces soigneusement sélectionnées, des meubles toscans anciens, d'authentiques tapis persans et une bibliothèque remplie de livres sur l'art, la cuisine italienne et la viticulture. La cuisine, avec son four à bois et ses plans de travail en marbre de Carrare, m'invitait à redécouvrir des plaisirs culinaires oubliés. Pour la première fois depuis des décennies, je me sentis vraiment chez moi. Les premiers mois en Toscane furent une immersion culturelle qui transforma ma perspective sur la simplicité et le bonheur. Giorgio m'apprit à préparer le véritable ragoût alla bolognaise, un processus qui prenait des heures de cuisson lente pendant que nous discutions de l'histoire de la région et des traditions familiales qu'il avait héritées de sa nonna. Les matins commençaient par un cappuccino fort sur la véranda, observant le lever du soleil dorer les collines, tandis que les oiseaux chantaient parmi les oliviers. Je découvris une passion inattendue pour la production d'huile d'olive, apprenant des voisins les techniques traditionnelles de pressage que leur famille utilisait depuis des siècles. Les après-midi étaient consacrés à la peinture en plein air, capturant sur toile les jeux de lumière et d'ombre qui dansaient sur le paysage toscan. La communauté locale m'accueillit à bras ouverts. La signora Benedetta, la boulangère du village, m'enseigna à faire du pain artisanal, tandis que le signor Marco, propriétaire de l'œnothèque, me guida à travers des dégustations qui révélaient la complexité des vins locaux. La découverte la plus surprenante vint par l'intermédiaire de Lucia, une artiste locale d'une 60aine d'années qui devint ma plus proche amie. Lors d'un des marchés hebdomadaires sur la piazza centrale, où j'achetais des produits frais au milieu de conversations animées dans mon italien hésitant, elle m'aborda avec curiosité au sujet de mon histoire. Quand elle apprit que j'étais la veuve du Signor Francese, che aveva comprato la villa sulla collina, le monsieur français qui avait acheté la villa sur la colline, ses yeux s'illuminèrent de reconnaissance. Philippe a visité notre région plusieurs fois, révéla-t-elle en tripotant nerveusement son sac en paille. Il venait seul, demandant toujours des cours d'art pour sa Molly, femme,
quand elle viendrait enfin. Il a même laissé un acompte dans une école d'art à Sienne pour vos futures leçons de peinture. L'information me frappa comme une vague émotionnelle. Philippe avait planifié chaque détail de mon futur bonheur, même dans les moments les plus difficiles de notre mariage. Lucia m'emmena à l'école le lendemain, où je trouvai une enveloppe à mon nom contenant non seulement le paiement des cours, mais une lettre de recommandation écrite par Philippe, décrivant mon talent artistique naissant avec des mots d'encouragement qui me firent pleurer d'émotion et de gratitude. Les cours d'art à Sienne devinrent le point culminant de ma nouvelle vie italienne. 3 fois par semaine, je roulais sur la route sinueuse qui reliait notre villa à la ville médiévale, m'arrêtant toujours pour admirer la vue panoramique des tours anciennes qui s'élevaient contre le ciel bleu de Toscane. Le professeur, Maestro Rossini, un homme aux cheveux blancs et aux mains tachées de peinture, me reçut avec l'histoire complète. Philippe avait visité l'école 5 ans avant sa mort, payant d'avance un cours complet et demandant d'attendre patiemment mon arrivée. Il a dit que sa femme avait un talent spécial pour capturer les émotions dans ses peintures, mais qu'elle avait besoin de confiance et de techniques appropriées. Révéla Rossini, en préparant ma première palette de couleurs. Au cours des mois suivants, je développais des techniques de peinture que je n'aurais jamais imaginé posséder, créant des œuvres inspirées des paysages toscans, des visages amicaux des villageois et des souvenirs réinterprétés de ma vie avec Philippe. Chaque coup de pinceau semblait libérer des émotions refoulées, transformant la douleur en beauté et la nostalgie en art. L'automne apporta la saison des vendanges, et je me retrouvais complètement intégrée à la vie rurale toscane. Je participais aux vendanges sur la propriété voisine, foulant les raisins aux côtés de familles qui répétaient cette tradition depuis des générations, mes pieds nus maculés du jus violet qui se transformerait en vin. Les soirées ont été remplies de festivals improvisés, où les accordéons jouaient des musiques traditionnelles, tandis que nous partagions des plats faits maison, sous les étoiles scintillantes, qui semblaient plus proches ici que nulle part ailleurs. Giorgio révéla alors le dernier secret de la propriété. Un petit vignoble caché derrière la maison, planté par Philippe lors de ses visites secrètes, produisant déjà des raisins d'une qualité exceptionnelle. Le signor a dit que quand madame arriverait, vous pourriez enfin faire du vin ensemble, expliqua-t-il avec émotion, montrant les vignes soigneusement étiquetées avec des variétés françaises que Philippe avait apportées de Bordeaux. Je réalisais alors que mon ex-mari avait créé non seulement un refuge pour moi, mais un projet commun que nous pourrions partager symboliquement, même en son absence physique. Cette nuit-là, je trinquais seule sur la véranda avec un verre du premier vin de la propriété, sentant la présence spirituelle de Philippe dans la brise douce qui balançait les oliviers centenaires. Aujourd'hui, 1 an après mon arrivée en Toscane, je contemple les transformations extraordinaires que ma vie a connues depuis cet après-midi gris à Neuilly-sur-Seine, quand Antoine a tenté de me considérer comme un élément insignifiant du patrimoine familial. La villa est devenue un centre culturel informel, où artistes locaux et visiteurs se rencontrent pour des ateliers de peinture que j'organise mensuellement, transformant les dons que Philippe a préservés en opportunités de croissance pour d'autres. Antoine me rend régulièrement visite, amenant ses propres enfants pour découvrir les traditions toscanes et renforcer nos liens familiaux renouvelés. Ma première exposition individuelle aura lieu le mois prochain à la Galerie de Sienne, présentant la série Memorie Ritrovate, Mémoire retrouvée. Des peintures qui capturent le parcours émotionnel depuis la trahison initiale jusqu'à la compréhension profonde de l'amour qui transcende la vie. Le vin de la propriété, baptisé Ricordi di Philippe, souvenir de Philippe, sera lancé au printemps, une partie des bénéfices étant destinée à la fondation que j'ai créée pour soutenir les femmes en transition difficile. À 65 ans, j'ai trouvé non seulement la sécurité financière, mais un but, une communauté et la certitude que le véritable héritage d'une relation n'est pas les blessures qu'elle laisse, mais la croissance qu'elle procure
et l'amour qui continue de s'épanouir même après que tout semblait perdu à jamais.